Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur cette émission radiophonique qui ne passe pas sur les ondes FM. Pour rappel, ceci n'est pas une émission littéraire, bien que je sois là pour vous lire un de mes textes écrits il y a fort longtemps. Ceci n'est qu'un prétexte pour vous apprendre des trucs, vous raconter un peu ma vie, vous parler de mes expériences, en espérant pouvoir vous divertir un minimum. Alors prenez place, installez-vous. À l'intérieur de mes archives, j'ai trouvé un texte qui s'appelle Tu y as ta place mon ami. Et vous allez voir que dès que je vais commencer la lecture, je vais devoir m'interrompre instantanément parce qu'il y a une dédicace. Sans plus attendre, on va lancer le début de cette émission et commencer la lecture. Et bien évidemment, vous connaissez le concept, je m'interromps. On va sur les internets chercher un peu les références parce que l'auteur, qui n'est autre que moi-même, aime bien étaler sa science et sa culture pour paraître le plus intelligent possible parce qu'il devait se démarquer à l'époque de tous les autres et faire sa place. Et je vous souhaite une très bonne écoute en espérant que vous puissiez rester jusqu'à la fin du programme. Si jamais vous décrochez en cours d'émission, je vous invite à me faire savoir pourquoi, car c'est très important d'améliorer le contenu de ce programme. Et si vous restez jusqu'au bout et que vous avez trouvé ça incroyable, je vous invite à les mettre des étoiles. Et on va laisser place à la lecture et je garde ce ton un peu neutre parce que le début de cette lecture va commencer par quelque chose d'assez terrible malheureusement. Tu y as ta place mon ami, à Yannick. Malheureusement, on va devoir citer la mort d'un jeune garçon, d'un adolescent à l'époque. Yannick était un de mes nouveaux voisins. Alors je pense que quand il est arrivé dans mon quartier, j'étais peut-être en CM1 ou en CM2. Les parents de Yannick étaient venus s'installer 3 maisons plus loin. Il avait une petite sœur et Yannick était plus grand que moi de quelques années. Mes souvenirs sont un peu flous, c'est ce que j'essaie de travailler en psychothérapie. Pourquoi je n'ai quasiment aucun souvenir de mon enfance, et si jamais ça me revient à la mémoire et que je suis encore là, je pourrais vous dire pourquoi, et on pourra aller chercher tout ça. Moi, de mes souvenirs, en tout cas, Yannick avait, je pense, 2 ans de plus. Pas 3, 2 ans de plus. Et Yannick était devenu mon meilleur super ami de la vie. C'est-à-dire qu'il était plus grand, il m'apprenait plein de trucs et dans notre quartier, on va dire plutôt dans notre petite rue, on avait une maison, enfin on avait un terrain vierge, on appelait ça un terrain vague et dans ce terrain vierge, qui était en pente, coincé entre 2 maisons, hein, dans la rue, on ne sait pas pourquoi, mais pendant des années, il n'y avait rien dessus et donc tous les gamins du quartier, plutôt les garçons, on va pas se mentir, on avait pris possession de ce terrain et on y construisait des cabanes, on construisait des pistes pour les voitures, téléguidées là, vous savez et on y passait vraiment nos journées, toutes nos après-midi, nos soirées après l'école en semaine et tous les week-ends du matin jusqu'au soir. Et Yannick est arrivé à ce moment-là où on commençait vraiment à prendre possession des lieux et je me souviens, eh bien, que malgré le fait qu'il soit plus grand, c'était quand même un super chouette type et malheureusement, la mort de Yannick m'a traumatisé. C'était pas la première personne de mon entourage, quand j'étais tout petit qui décédait de mon âge. Mais Yannick, en fait, son décès, m'a été annoncé d'une manière très traumatisante et je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça m'a hanté pendant des années, même si je pense qu'on s'est côtoyé à peine 1 an, même pas 2 ans en vrai. C'est pour ça que j'ai peu de souvenirs parce que c'était trop rapide. Et on avait une voisine, je ne donnerai pas son nom, j'espère qu'elle n'écoutera jamais cette émission parce que c'est une imbécile. Elle était très jalouse de ma grande sœur. Je dis ça parce que, c'était marrant comment elle copiait ses faits, ses gestes. Dès qu'elle avait un nouveau vêtement, il fallait qu'elle ait le même dans la foulée. Dès qu'elle avait une nouvelle coupe de cheveux, il fallait qu'elle ait la même coupe de cheveux dans la foulée. Et par exemple, quand on a eu un animal de compagnie, elle a eu le même directement après. Bref. Et je me souviens, c'était pendant, des vacances scolaires, je pourrais pas vous citer lesquelles et j'étais là en train de jouer devant chez moi avec ma sœur. Je faisais une activité d'enfant et elle est arrivée vers moi, elle est venue et puis elle avait un très grand sourire et elle était réjouie de pouvoir m'annoncer une nouvelle, qu'elle estimait, apparemment hilarante et elle m'a dit: «Tu vois ton meilleur ami Yannick? Eh bah, tu le verras plus jamais de ta vie parce qu'il est mort». Et elle a rigolé d'un rire assez, diabolique. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti et voilà et donc c'est comme ça que j'ai appris le décès de mon meilleur ami qui, est décédé suite à un accident de vélo. Il était en vacances avec sa famille, il s'est fait percuter par une voiture, il s'est cassé le cou. J'adresse toutes mes condoléances à la famille et à sa petite sœur que j'ai eue dans le même collège d'ailleurs après plus tard.
Cette petite dédicace dans cette nouvelle, vous allez le voir, au fil de la lecture, a un sens, en tout cas dans la narration. Il y en a aucun, d'un point de vue personnel, quoique justement c'est peut-être ce traumatisme, de jamais pu avoir, dit au revoir à mon meilleur ami de l'époque, qui s'est reflété, sans que je m'en rende compte, dans l'écriture de cette histoire. Alors je vous le rappelle, le titre de cette nouvelle, c'est «Tu y as ta place mon ami» et c'est une nouvelle qui avait été publiée. En tout cas, elle avait été écrite pour moi-même et elle a été publiée dans la revue, Le Point Magazine, sur Montpellier à l'époque. Alors on va commencer la lecture si vous le voulez bien, si vous êtes toujours là. Un rideau gris s'abattit sur la ville. Je vis alors toutes ces têtes brunes en une cohue générale qui se mit à cavaler à la recherche d'un abri de fortune pour se protéger de ces gouttes d'eau venues déranger leur train-train quotidien. Je me permets juste une petite parenthèse pour préciser que c'est le deuxième texte que j'ai écrit de ma vie et je m'aperçois que la ponctuation est assez aléatoire et le style, bon, vous allez le voir, est un peu lourd, un peu pompeux, mais voilà, c'était les tout débuts. Alors, je vous présente en 2025 des excuses et je pense que vous pouvez être clément parce que vous êtes un auditoire de qualité, je le sais, vous êtes là à écouter les escaliers. Bien que la ville dans laquelle je me trouvais présentement ne s'arrêtait jamais de danser, je remarquai que ce fut bien la première fois que je voyais l'un d'eux courir. Cela fut assez déroutant, eux qui vivent à un rythme très différent de ce que j'avais par chez moi. Ils se pressaient et ce n'était pas inscrit dans les mœurs. Je me mis, pour n'en déranger aucun, à longer les murs et, espérant ne pas me retrouver bousculé et piétiné dans la boue. Et je pense que à la phrase suivante, vous allez comprendre où l'histoire se passe. Aujourd'hui marqua le premier jour de pluie. Le passage à la vache à cale, la saison des pluies, elle allait me délivrer de ces chaleurs écrasantes qui me cloîtraient dès l'aurore dans l'atrium de la maison que j'occupais. Alors j'imagine qu'avec mon accent hindi, vous n'avez pas pu bien comprendre le mot, alors ça veut juste dire la saison des pluies, et je vais me permettre de vous mettre la traduction, enfin la traduction, la prononciation en tout cas, en hindi de ce mot-là qui s'écrit Varsakala. Varshakal. Varshakal. Et alors, vous l'avez bien compris, cette histoire se déroule en Inde. Vous le savez, on va vous donner du contexte parce que toutes ces histoires qui sont écrites et racontées sont forcément inspirées de mes expériences. Alors, qu'est-ce que je suis allé faire en Inde? Eh bien, pour la petite histoire, j'avais 18 ans, j'étais allé parti faire des études après mon bac, études que j'ai arrêtées au bout d'un semestre parce que je me suis fait virer de l'établissement à force d'absentéisme et de mauvaises notes. Je travaillais dans la livraison de pizza. Et avec les quelques sous que j'avais, avant de reprendre, mon prochain diplôme, ma réorientation, professionnelle, en tout cas dans les études, eh bien, j'avais des sous, j'avais un peu de temps, j'étais majeur et avec un de mes amis de l'époque, on s'était amusé à, vous savez, pour les plus âgés d'entre vous, il y avait cette pub de la Française des Jeux et c'était un couple qui, après avoir gagné, au loto, cherchait une destination de vacances et il faisait tourner un globe en 3D, vous savez, cette map monde, ce globe qu'on a sur le bureau. Ils s'amusent avec leurs doigts à pointer au hasard une destination et ils y vont. Et je crois même qu'ils s'en plaignent parce qu'ils y sont déjà allés. Et nous, on est allés en Inde en faisant ça. Et pour l'histoire dans l'histoire, à ce moment-là, quand on avait joué, je crois que c'était sur Google Earth, on était tombé, si je dis pas de bêtises, sur le Brésil. On avait dit qu'on n'irait pas au Brésil. Donc en fait, on a joué au jeu, mais on n'a pas vraiment joué parce que la première destination ne nous a pas convaincus. Et je crois même d'ailleurs que la première fois où on avait mis notre doigt sur Google Earth, bah, en fait, on était tombé en plein milieu de l'océan et il n'y avait rien. Et voilà, alors on partait en Inde et on était parti juste 12 jours. C'est pas mal, mais pour un pays qui est aussi grand, 12 jours, ça reste relativement court. On était parti à deux en sac à dos comme ça. Alors, je peux vous dire que de l'Inde, j'ai vu New Delhi, j'ai vu maintenant ça s'appelle Benares, Varanasi, avec une prononciation à la française, et on est quand même allé faire un stop au Taj Mahal pour voir une des merveilles du monde. Bref, et je plante le décor relativement bien, du moins. En tout cas, j'essaie de retranscrire les sensations et les perceptions que j'ai eues à l'époque là-bas. Et je pense que le narrateur est un tout petit peu raciste parce que c'est totalement faux. En Inde, les gens font que courir. Alors de dire que les gens ne se pressent pas et que c'est la première fois qu'ils les voient courir parce qu'il pleut, je pense que c'est complètement faux parce qu'il n'y a pas plus dynamique qu'une rue en Inde. En tout cas, dans les grosses villes où j'étais, c'était un brouhaha et c'était vraiment un capharnaüm et c'était bouillonnant. Je pense que ce jeune voyageur, on va s'en rendre compte, a peut-être, ce syndrome du côlon. En tout cas, il voit vraiment le monde avec un prisme, vous allez le voir, qui est très
ethnocentré, autocentré, civilisation centrée. Voilà, je crois qu'il y a un vrai mot qui veut dire ce que je veux dire, mais il met son pays, sa vision et sa culture vraiment au centre du monde et tous ceux qui ne ressemblent pas à ses propres représentations sont forcément différentes et sont peut-être un tout petit peu moins bien que ce que ça pourrait être. En tout cas, le narrateur, le personnage a chaud et il est content qu'il pleuve. Je reprends. Pensant retrouver cette odeur de la pluie chauffée par un bitume brûlant d'été que j'affectionnais par le passé, je humais d'une grande inspiration. Or, saisi par le mélange moite des odeurs de déchets qu'il y avait partout, semés sur leur passage, et par les excréments qui jonchaient eux aussi sur le sol que nous foulions, un haut-le-cœur violent me fit recracher tout l'air de mes poumons, et je manquais de vomir. Oh oui, alors il me semble qu'on l'a pas eu à l'épisode précédent, mais true story, no cap, no cap. Ils cuisinent là où ils font caca et inversement. Je l'ai vu de mes yeux vus, et c'est comme ça. On pourrait porter un regard sur eux, mais je pense que ça serait mal placé car, on le rappelle, l'eau courante, le tout à l'égout, ce n'est pas partout sur la planète et voilà. Mais c'est vrai que quand tu vois que le monsieur te fait une omelette alors qu'il vient juste de chier, qu'il s'est pas lavé les mains et qu'il y a son caca sous la casserole, bon, voilà quoi. Mais je ne suis que lecteur. Je poursuivis mon chemin malgré ça et je tâchais de ne pas m'enfoncer dans les flaques. Finalement, la pluie cessa aussi brutalement qu'elle apparut. Puisque je n'avais pas prêté attention à l'heure de la journée, j'avais détaché de mon poignet ma montre qui s'avéra d'aucune utilité dès le troisième jour. Je ne sus si ce fût le crépuscule du soir qui tombait, ou bien les nuages obstruant le soleil qui créaient cette pénombre naissante. Alors, comme je vous l'avais dit, on suffoque quand on lit son texte, hein, à ce monsieur-là. Je ne sais pas qui a écrit, mais c'est vraiment à couper le souffle au sens littéral du terme et non pas au sens figuré, hein. Pouh. Il faut s'appeler Guillaume Néry pour pouvoir lire ce texte. Hum, hum, hum. Ah. Guillaume Néry, mais qui est Guillaume Néry? Guillaume Néry est un apnéiste français qui a battu quelques records et qui a fait des conférences. Et je vous invite quand même à aller voir ce que dit Guillaume Néry sur les bienfaits de l'apnée. Et il a fait un film aussi, c'est magnifique. Guillaume Néry. S'il vous plaît, allez voir, c'est incroyable. Cette dernière, alors j'imagine qu'il parle de la pénombre, cette dernière fit apparaître un essaim de lumière fragile. Une étrange atmosphère prit place dans cette ruelle et celle aux alentours, les échoppes et les demeures s'allumèrent. Et cette atmosphère chaleureuse apporta au visage des passants un aspect encore plus exotique que d'ordinaire. Yo, le mec est dépaysé parce que les gens ne lui ressemblent pas. Oh là là, les gens sont d'une autre couleur que lui, et ça le rend tout foufou, c'est de l'exotisme. Ah là là, et quand il passe dans la lumière de la nuit, apparemment ils sont encore plus exotiques que d'ordinaire. Incroyable. Je me crus un instant être un de ces émissaires partis à la recherche d'un nouveau comptoir à établir pour Dieu ne sait quelle compagnie ou riche famille en quête de nouveaux marchés fructueux. Pour la petite histoire, on parle de la Compagnie des Indes et vous savez, mes francophones et mes français, que nous avions un comptoir en Inde. Et ça s'appelait Pondichéry. Et je pense que vous connaissez Pondichéry. Je vais le taper sur Internet. Parce que si je dis pas de bêtises, Pondichéry, on vous en parle aux informations au moment du bac parce que c'est peut-être un des premiers, comment on appelle ça? Une des premières, pas départements, pas circonscription, bon bref, un des premiers endroits où on reçoit les résultats du bac français, enfin du bac en général des concours. Si je dis pas de bêtises, Pondichéry, je n'y suis jamais allé, j'ai pas eu la chance d'aller au Pondichéry. Pondichéry fut un comptoir commercial français pendant près de 300 ans. Ah oui, quand même! De 1674 à 1954, mais c'est super récent. Alors, on tient compte, est-ce que vous connaissez la date d'indépendance de l'Inde? En 47. Donc on avait un comptoir en Inde après leur propre indépendance. Bref, un homme m'interpella de son accent si singulier dans cette langue internationale qui n'était pas la nôtre et me proposa ses services de barbier. Nonobstant l'état presque insalubre de sa boutique, vous avez vu le mot compliqué que j'ai mis, nonobstant, waouh! Impressionnant, mec, t'es vraiment trop fort. Je suis épaté. Nonobstant l'état presque insalubre de sa boutique et en dépit de mon aversion pour les lames affûtées, je m'installai dans son confortable fauteuil. Son sourire fut si grand et si communicatif que je le laissai toucher à ma gorge de ses mains expertes. Il prit aussi la liberté de mettre au goût du jour ma coupe de cheveux. J'ai lu la ligne d'après et je suis catastrophé par ce qui est écrit. C'est fou de se dire comment comment on peut écrire ça? Bref, commentons déjà cette aversion pour les lames affûtées.
On est d'accord que c'est toujours autobiographique, donc ce n'est pas tiré de mon chapeau. Si mon personnage a peur des couteaux, c'est parce que j'ai moi-même peur des couteaux. Est-ce que vous voulez que je vous raconte pourquoi? Je pense que ça ne vous intéresse pas, mais vous êtes là pour ça malheureusement. Si vous n'êtes pas content, je ne pourrai rien faire pour vous, à part peut-être vous dire d'accélérer de 2 3 minutes. L'histoire va peut-être être un peu longue, parce que j'aime bien me vanter. Alors vous savez qu'en troisième, en tout cas je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à l'époque, en troisième, on devait faire un stage pré-professionnel et ça devait être de quelques semaines. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous et beaucoup de vos amis sont allés faire leur stage dans la boîte de papa ou la travail maman ou chez la voisine, chez la tante, voilà qu'on leur a trouvé un petit stage. Eh bien moi, mes cocos, j'ai pas fait comme tout le monde, je suis allé trouver moi-même mon stage et j'ai fait ça dans une boutique de l'art de la table. C'était à Toulouse. Pour mes Toulousains, c'était Cour Alsace-Lorraine. Et il y avait une boutique qui vendait des trucs pour la cuisine, voilà, des robots, des mixeurs, des couteaux, des machins. Et je sais que j'aimais bien y aller, bref, parce que quand j'étais plus jeune, je voulais faire un bac dans l'hôtellerie et la restauration. Je voulais être moi-même un grand chef de cuisine et je voulais ouvrir mon propre restaurant. Et donc j'étais allé voir le monsieur avec peut-être une lettre de motivation, je ne m'en souviens plus du tout. Et j'étais venu et j'avais dit, bah voilà, moi je suis en troisième, je veux faire un stage chez vous. Il me dit, mais t'es qui? Enfin, je sais pas, t'es le fils d'une de mes employées? Je dis, non, 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 moi je m'appelle machin et je viens tout seul. Mais ils sont où tes parents? Mais mes parents, ils sont là, je leur ai dit que je voulais rentrer tout seul. Bref, vous me prenez ou vous me prenez pas? Il m'a dit, ben ok, bah il était très étonné ce monsieur et il m'a pris en stage. Je ne raconterai pas d'autres histoires parce qu'il pourrait avoir des problèmes parce que j'ai peut-être travaillé plus tard chez lui sans être déclaré. Enfin bref, ça, ce n'est pas vos oignons. En tout cas, quand tu fais travailler un enfant qui est en troisième, moi je trouve ça. Alors ça, c'était le contexte du lieu. Pourquoi j'ai peur des couteaux? On est sur ça à la base. Eh bien, pendant ce stage, je vous le rappelle, c'est un magasin qui vendait des couteaux, des très beaux couteaux. Ils étaient tous, en tout cas pour les plus beaux et les plus gros, exposés dans une vitrine, vous savez, avec des lumières qui brillent au-dessus, quoi. Et il y avait une porte coulissante pour les protéger du public. Et moi, j'y avais accès et il y avait de la poussière sur les couteaux, donc je me suis dit, ben tiens, si on enlevait la poussière sur ces beaux couteaux, ils sont si beaux, ils sont si grands, mais ils sont tellement grands et ça brille tellement qu'on voit la poussière. Eh bien moi, j'en ai encore la cicatrice sur le doigt, je peux vous le dire, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est sur l'index de la main droite. Et moi, je passe mon doigt sur la lame du plus grand couteau afin d'enlever la poussière comme un autiste pour voir cette belle démarcation de cette poussière enlevée. Et bien évidemment, je m'entaille toute la pulpe du doigt le long de la lame quand je descends de haut en bas. Mais j'ai fait ça, mais avec tellement d'innocence, avec tellement d'amour et de délicatesse que c'était même pas violent, mais c'était juste meurtrissant. Eh bien, depuis ce jour-là, par exemple, on est français, je vous le rappelle, et nous les Français, on a des tiroirs à couteaux. Voilà, on a plein de couteaux de cuisine qui sont dans des tiroirs. Eh bien, moi, si tu me demandes d'attraper un couteau précisément, je ne peux pas aller le chercher comme ça dans le tiroir. J'ai trop peur. J'ai trop peur, je suis obligé d'utiliser un objet, une cuillère, de fouiller un peu dedans pour le faire ressortir. Voilà. Et par exemple, si vous mettez des couteaux à sécher dans votre égouttoir après avoir fait la vaisselle, eh bien, je vais avoir un peu de difficulté à aller chercher les couverts à l'intérieur parce que j'ai trop peur de me couper avec la lame des couteaux qui sont en train de sécher. Bref. Alors, je re-souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont passé cette histoire. C'est dommage, je pense que vous auriez pu apprendre beaucoup de choses. C'était très, 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 très enrichissant, n'est-ce pas les autres? Alors, on va reprendre la lecture, maintenant que vous savez pourquoi j'ai peur des couteaux. Donc, j'ai aussi peur des lames de rasoir et quand je vais chez le barbier et qu'il sort son coupe-chou et qu'il va pour me raser sous la gorge, sous le menton, je peux vous dire que je suis mais raide comme un piquet, je suis raide comme un bambou. Je deviens une pierre tremblante, comme un chat au bord de l'autoroute. Je peux vous dire que j'ai les pétoches et je ne fais pas le fier. Alors quand je vous dis que je fais confiance à ce barbier, je peux vous dire que je fais confiance à ce barbier. Et puis, bien évidemment, on pourra souligner que l'auteur précise, voilà, comme ça, euh, l'état presque insalubre de sa boutique, blablabla. Bla bla bla. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Attention. Une fois fini, mes joues rougirent sous son eau de Cologne qui n'en avait que le nom. Prends-toi ça, pays du tiers-monde, c'est gratuit. Et je partis le cœur léger en laissant dans sa paume un billet de banque sur lequel Gandhi, tout sourire, nous souhaitait la bonne fin de journée. Lorsque je sortis, les enfants ayant quitté l'école dans leur uniforme immaculé envahirent la ruelle. Des attroupements se formèrent tout autour des vendeurs ambulants derrière lesquels s'échappaient les fumées enchanteresses de leur cuisson.
Donc là, on fait référence à la street food. Mmh. Personne ne me prêtait attention, bien que sous mon bronzage persistait la pâleur de ma peau caucasienne, mes cheveux bruns blondirent au soleil, ma barbe quant à elle roussit au soleil. Ah, si vous saviez comment j'aimerais tellement retravailler ce texte. Mais bon, on est là pour aller piocher dans les plus anciens, bien évidemment. Alors à savoir que c'est faux, hein, on nous prête attention quand on va en Inde, hein, surtout si vous êtes blanc, peut-être même plus si vous êtes noir. Vous n'imaginez pas si, en plus vous êtes blond, vous allez être la superstar, vous allez être pris en photo à chaque coin de rue des centaines de fois. C'est vrai qu'on est allé dans des endroits où ils n'arrêtaient pas de vouloir nous prendre en photo. C'était trop marrant. On est vraiment des objets de foire. Ils sont trop contents de croiser quelqu'un de blanc et mon pote était blond et voilà, superstar, quoi. C'était un peu malaisant, quoi. On n'était pas prêt à autant de notoriété. Deux joueurs, je vous ai pas prévenu, on reprend la lecture. Deux joueurs de musique firent à mesure que je m'enfonçais dans le quartier, chantaient ensemble sitar et tabla dans un raga qui m'était inconnu à ce jour. Alors je sais pas si vous connaissez un peu le rythme particulier de la musique indienne. Vous devez, j'imagine, connaître Ravi Shankar, un maître du raga. Ravi Shankar est décédé malheureusement, hein. Pour mes fans de rock et mes fans des Beatles, par exemple, vous devez savoir que Ravi Shankar avait apporté beaucoup aux Beatles, parce que les Beatles étaient des hippies, enfin tout le monde était des hippies à l'époque, hein. Bien évidemment que je ne sais pas quoi vous dire en fait. Je suis en train de naviguer sur les internets. Je ne sais pas quoi vous dire sur Ravi Shankar, mais peut-être que j'aimerais au moins vous faire écouter ce que c'est le son d'une sitar et le son d'un tabla. Parce que j'imagine qu'il y en a qui s'en fichent un peu, même si on a tous vu le film Slumdog Millionnaire, hein. Mais bon, on va pas s'arrêter à ça, hein. Alors on va croiser les doigts pour que en fond vous ayez un petit peu de tabla. Voilà, je vous laisse apprécier. Moi, je n'ai rien dans les oreilles. Je suis allé faire des recherches, mais je n'arrive pas à vous le faire écouter en direct. Alors on va les superposer sur ma timeline de montage après, d'accord? Voici la tabla. Ok, maintenant on va s'écouter un petit peu de sitar. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces deux instruments. Et si vous avez envie de planer, c'est vrai que la sitar, je pourrais vous parler beaucoup de la sitar parce que j'ai eu un petit cours de sitar. Je me suis permis quand j'étais là-bas de prendre un petit cours de sitar. Eh bien, j'ai failli en ramener une, heureusement. Enfin, heureusement. Non, ça aurait été incroyable d'avoir une sitar, mais bon, vous savez, vous ne le savez pas, mais j'ai commencé un max d'instruments. J'en ai, voilà, j'ai fait la guitare, j'ai fait du piano, j'ai fait du saxophone, j'ai fait du xylophone, j'ai fait du trombone. Non, c'est pas vrai, pas du trombone, c'était pour la rime, mais j'ai fait de l'harmonica. Voilà, tout un tas de trucs. Vous n'imaginez pas toutes les langues que j'ai apprises, mais là, on s'écarte. N'importe quoi, n'importe quoi. Et alors notre personnage est là, en train d'écouter justement cette sitar et ces tablas en train de faire un raga qu'il ne connaît pas, et il dit: «Je me surpris à fermer les yeux, les passants durent m'éviter, je pense, et je sentis un à un chacun des poils de mon corps se dresser, jusqu'au moment où je sentis aussi cette chose moite m'agripper. L'enfant avait surgi de nulle part et me tenait l'avant-bras avec une force que je ne lui aurais jamais attribuée. Je croisai son regard et je ne pus m'en défaire. Il me fixa en silence de ses yeux indescriptibles, où tant d'émotions jaillirent du fond de son iris qui se trouvait être aussi profond qu'une nébuleuse, et cet astre condensé aspira mon esprit tout entier. Est-ce qu'il y a des cinéphiles parmi vous? Est-ce que mes cinéphiles ont vu le film qui s'appelle High Origin? High Origin, c'est un film qui va mettre en situation un jeune scientifique qui tombe amoureux d'une femme très spirituelle. Et en fait, ce scientifique travaille sur rechercher les gènes qui... Alors c'est un film qui avait été écrit, enfin réalisé aussi par Mike Cahill. Il date de 2014. Et ce film est magnifique, il est très très beau. La musique qu'on a à l'intérieur, qui est celle du générique de fin qui va vous faire pleurer, c'est obligatoire. Bref, je peux pas trop vous raconter l'histoire parce que je vais détruire toute la construction narrative qui a tous les enjeux. Mais c'est pas un film d'action, mais c'est un film très beau qui va peut-être chambouler un peu votre vision du monde. En tout cas, ça l'a fait pour moi. Ça mène à réfléchir sur qu'est-ce qui nous entoure. Je ne sais pas si vous connaissez l'acteur qui y a dedans. Il s'appelle Michael Pitt. Il ressemble un peu à Leonardo DiCaprio. Je pense que vous l'avez déjà vu dans plusieurs films, hein. C'est pas un petit bébé. Bref. Donc en tout cas, ce film High Origin, sur l'affiche,
l'affiche et la jaquette du DVD, c'est un magnifique œil. Et donc c'est tout l'enjeu du scénario, vous verrez si vous le voyez. Et ce magnifique œil est vraiment incroyable. Je pourrais peut-être regarder la photo. L'iris est complètement bleu, un peu pâle, un peu vert, avec en son centre autour de la pupille du jaune marron avec des petites taches très singulières. Franchement incroyable. Cet œil est magnifique. Alors comme mon personnage qui est en Inde, vous comprendrez dans le film, arrive à se perdre dans les yeux de cet enfant, c'est pas anodin en vrai. Mais voilà, je pense que c'est un peu inspiré de ce film qui m'avait chamboulé à l'époque. Et quand on dit qu'on peut sonder une âme en regardant à l'intérieur des yeux, eh bien c'est pas anodin. Je croisais son regard et je ne pus m'en défaire. Il me fixa en silence de ses yeux indescriptibles, où tant d'émotions jaillirent du fond de son iris, qui se trouvait être aussi profond qu'une nébuleuse, et cet astre condensé aspira mon esprit tout entier. Me ramena sur terre la sensation de ses doigts descendant le long de mon épiderme. J'avais l'impression d'avoir vieilli de 1000 ans, d'avoir voyagé sur une infinie distance. Il me prit par la main et se mit à courir. Je ne fus pas en mesure de retenir son élan. Je me mis donc à courir à mon tour. Le pas emboîté, nous zigzagâmes dans la foule, et bien que je commençais à connaître la ville depuis le temps où j'y avais trouvé refuge, je ne reconnus aucun des passages que nous empruntâmes. Nous continuâmes encore à cavaler. Perdu comme au premier jour, je redécouvris cette sensation extraordinaire qu'est la perte de repères. Les ruelles déjà pas grandes rapetissèrent au fil de notre course. Les gens s'évaporèrent à chaque tournant, et le garçon ralentit. Et nous finîmes seuls dans ce dédale. Il lâcha ma main et se retourna vers moi, harponnant de nouveau mon regard par ses yeux perçants. Il me sourit avec innocence, et je clignai des yeux un instant, et il en profita pour se volatiliser. J'étais dans un cul-de-sac. Alors je ne sais pas si ça vous le fait à l'écoute de ce texte, mais normalement vous êtes censé trouver ça un peu spécial justement. On s'enfonce à l'intérieur de ruelles, que les gens commencent à disparaître, et cet enfant qui surgit nulle part s'en disparaît comme ça aussi instantanément qu'il est arrivé. Au-dessus de moi pendait une toile complexe de câbles électriques. Les murs qui s'étiraient en hauteur me firent rétrécir. Je ne voyais même pas un bout de ciel. En face, une double porte massive aux ornements perçants, dont le centre portrait un relief, un motif qui, lorsque je le vis, me déclencha une suée froide. Mes jambes flageolèrent. Waouh, le mot flageolaire vient de tout casser. Ça ruine cette ambiance-là un peu mystique qui, qui pourtant était en train de s'installer tranquillement, mais le mot flageolaire, putain, si c'était moi, je le changerais, mais bon. Ce signe, cette porte, touchèrent quelque chose dans ma mémoire et bien que je ne susse pas encore quoi, mon inconscient bataillait avec une trace mnésique. Une impression de déjà-vu très fortement envahie et me glaça le sang comme si ce qui se trouvait à l'intérieur allait m'être hostile. Je pourrais commenter, mais vous allez voir. Alors pour les plus lents d'entre vous, vous aurez compris qu'il y a quelque chose sur cette porte qui a l'air d'être déjà connu du personnage, et ce quelque chose a l'air d'être bien caché dans sa mémoire et il n'aurait peut-être pas trop envie de le retrouver. En tout cas, c'est la sensation qu'il a, une sensation qu'il ne pourrait pas décrire et qu'il ne sait pas d'où est l'origine. Très lentement et précédé d'un cliquetis presque imperceptible, les portes commencèrent à s'ouvrir. Je vis par l'entrebâillement une lueur rouge d'antrinople qui remplissait la pièce qui se cachait derrière. Alors, cette phrase, vous avez l'habitude, l'auteur étale sa culture comme de la confiture. Même moi, plusieurs années plus tard, je ne sais même pas ce que c'est la couleur Andrinople. On va demander aux internets Andrinople. C'était une ville de Turquie. Je parle au passé parce qu'elle s'appelle maintenant Edirne. Andrinople, en tout cas, ça a été le lieu de plusieurs batailles à l'époque, dans les années 1000, de guerre gréco-turque. Oh là, il y en a eu même en 1900 et quelques, après la Première Guerre mondiale. Et ben dis donc. Et donc, qu'est-ce que c'est la couleur d'Andrinople? Excusez-moi, le rouge d'Andrinople est un pigment toxique en voie avancée d'élimination composé de chromate de plomb et d'oxyde de plomb comme le jaune de chrome arrangé qui ne contenait... Wikipédia, vous ne m'aidez pas du tout à comprendre. Le rouge d'Andrinople est un pigment rouge ancien, dit aussi le rouge turc. Il tire son nom de la ville d'Andrinople, aujourd'hui Edirne, qui est en Turquie. Sa recette était un secret commercial qui fut percé au Moyen Âge. Oh! C'était fait à base de
graisse rance, d'huile, d'urine, d'excréments et de sang d'animaux. Et la manière de le fabriquer avait l'air infecte apparemment selon Wikipédia. Et c'est un très beau rouge qui ressemble, là j'ai plein de rouge sous les yeux, c'est vraiment un rouge sang en vrai. Un peu un rouge carmin, un rouge cardinal, je dirais même de fraises écrasées. Mais d'ailleurs, attendez, je crois qu'il y a un autre truc qui est en lien avec Andrinople. On dirait que c'est des tapisseries, c'est des fleurs. Oh, mais c'est magnifique ça, les fleurs d'Andrinople. Alors je vous invite, si vous avez internet là sous les yeux, tapez fleurs d'Andrinople. Il y a ce fameux rouge avec des fleurs très jolies qui sont bleu, blanc, noir. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Et ça me donne envie d'en avoir en tapisserie, peut-être dans un petit boudoir ou dans des petites toilettes, si j'avais un ancien pavillon de chasse en tant que maison de maître secondaire. Mais bon, c'est pas le cas. Je suis locataire d'un petit appartement. Malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Mais c'est magnifique. Franchement, chapeau les Turcs. Un les que Turcs, si vous êtes là, bien wesh. Et donc le personnage rentre dans cette pièce apparemment qui est toute rouge. Comme si j'eus un vent violent dans le dos, je me sentis poussé vers l'intérieur sans que rien ne me touche. Au fur et à mesure qu'elles s'ouvraient, les portes, un brouhaha de percussions battait un rythme lent mais régulier à l'intérieur. La respiration de cette pièce étrange était traduite par ces sons dont la source ne semblait provenir d'aucun instrument. Ça s'appelle des enceintes Bose, ou pas. Une fois le seuil franchi, les portes se fermèrent derrière moi dans un grand fracas et je sursautai. La vaste salle, éclairée uniquement par des torches murales dont les flammes rouges, trafiquées par l'alchimie, dansait. Elle avait en son centre un fauteuil qui me faisait dos. Les percussions devinrent frénétiques et un court moment, et elles s'arrêtèrent net. Et lorsque le siège pivota sur son pied central, elles laissèrent dans mes oreilles un bourdonnement sourd. J'avais chaud et j'avais froid. Quelqu'un était assis dans ce fauteuil et les contours de sa silhouette devinrent vaguement plus distincts. Et lorsqu'il me fit face, pourtant je ne pouvais l'apercevoir, les détails de son visage. Je pense qu'il manque des mots à cette phrase. C'est dommage. Mais bon, on ne va pas les inventer. Cela faisait de longues minutes que nous nous faisions face, lui et moi, et que mes yeux s'habituaient à l'obscurité. Ils dégagèrent de ses assises un homme glabre, les cheveux courts, blêmes. Il ne me sembla pas être d'ici, donc il doit être blanc. Il me sembla être pâle comme un linge, et quand il se leva en silence, il mit à jour sa maigreur et sa parfaite nudité. Je restai là, figé sur mes appuis. Mon regard s'arrêta sur ce qu'il portait au milieu de son torse. Brillant de mille feux, son pendentif lui cassait le cou, balançant sous sa démarche dégingandée lorsqu'il s'avança vers moi. Et concept oblige, on va se permettre d'aller chercher les deux mots qui étaient un tout petit peu compliqués. Un pour mes descos. On est d'accord qu'on va toujours sur le même site. J'espère que vous le retiendrez à force de m'écouter. C'est NRTL. Glabre, dépourvu de poils. En gros, ça veut dire puceau. Non, un visage glabre, c'est un visage imberbe. Et ensuite, nous avions le mot dégingandé. Et j'adore ce mot. Alors, dégingandé. Avoir une démarche, une allure à la fois relâchée et sautillante. Par exemple, se disloquer. Se laisser aller maladroitement, notamment en raison de sa grande taille étirée, manquer de tenue. Généralement, quelqu'un qui est dégingandé, ça va être quelqu'un de grand, un peu de maigre. Il a du mal à maîtriser son espace, à s'imposer. Donc il est un peu dégingandé. Mais voilà, mais attention, on peut être dégingandé, mais ça veut dire qu'on est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand vous voyez un peu dans la rue des gens qui ont l'air suspects, et ben généralement, c'est qu'ils ont une démarche très particulière. Et je dis ça parce qu'il y a des études scientifiques, on est toujours là pour apprendre des choses, qui ont étudié différents styles de démarche, de marche. Et il y avait des choses qui ressortaient. Donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire. On doit faire la recherche en anglais, je pense. Walking type, dangerous. Alors il faudrait que j'arrive à trouver ça. Bon, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais ça fait 20 minutes là que j'essaie de chercher des études scientifiques qui me permettraient de retrouver ce que j'avais vu à l'époque sur les types de démarches. Et en fait, c'était une animation en 3D et on voyait chaque type de personnalité de gens qui peuvent marcher dans la rue, par exemple. Et en fait, leur attitude, la manière dont ils bougent, dont ils marchent, on pouvait connaître leur humeur et leurs intentions. Et justement, elle était très parlante. Celle-ci, c'était celle de la personne qui allait commettre un crime, mais de manière totalement, comment dire, pas monstrueuse, mais vraiment psychiatriquement atteinte. Et voilà, en fait, c'est de la violence imprévisible.
Et je me souviens justement que c'était très parlant et ça fait un peu, sorte de cow-boy désarticulé. Vous voyez cette personne qui a le buste penché en avant, qui regarde à gauche, à droite comme ça, qui a les bras qui balancent et il est fort appuyé sur ses genoux comme ça et c'est vraiment très parlant et malheureusement, j'ai fait plus d'une vingtaine de minutes là, à aller sur des articles et tout. Mais je vois rien, je suis très déçu. J'avais vu ça il y a longtemps et impossible de retrouver. Que ça soit en anglais, en français, sur des sites scientifiques, sur YouTube, rien. Bref, et j'ai perdu le fil de ce que je disais. Et dans ce cas-là, on va aller au plus simple, c'est-à-dire qu'on va retrouver le texte et on va reprendre la lecture juste un tout petit peu là avant où on s'était arrêté, d'accord? Mon regard s'arrêta sur ce qu'il portait au milieu de son torse. Brillant de mille feux, son pendentif lui cassait le cou. Il balançait sous sa démarche dégingandée et il s'avançait vers moi. Sans que je ne puisse rien y faire, mes jambes fléchirent et je me trouvai à genoux devant lui. Mon cœur battit si fort que nous pûmes l'entendre à travers ma poitrine. Ma transpiration colla mes vêtements à la peau, l'odeur de l'encens me fit tourner la tête. Et elle fut là, cette même inscription que je venais de voir sur la porte. Ma vision se troubla et se matérialisèrent devant mon voile noir mes plus lointains souvenirs. Tel un magnétoscope dont les têtes de lecture et autres bandes magnétiques s'emballeraient, d'avant en arrière, d'arrière en avant, la même marque que celle de mon adolescence dansait autour de ce même cou. La barrière qu'avait bâtie mon esprit pour me protéger toutes ces décennies qui m'en séparaient venait de voler en éclats. Je poussai des cris de douleur alors que les percussions se remirent à battre la cadence. Auditrice, auditeur, sachez que j'ai modifié ma lecture au fil des mots. J'en ai rajouté, j'en ai supprimé, j'en ai conjugué d'autres, car vous n'imaginez à quel point c'est bourré de fautes de syntaxe et de grammaire. Alors j'ai essayé de faire ça en live, en direct. Je pense que je me suis assez plaint du style d'écriture pour que je vous le répète encore. Donc là, on va juste essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors peut-être que c'était très clair pour certains d'entre vous, mais on va essayer de reprendre pour les autres qui se sont sentis largués. Eh bien, le personnage fait face à cette personne maigre et dégingandée qui s'avance devant lui, qui autour de son cou se trouve un pendentif. Et autour de son cou, il y a ce pendentif avec un motif qui a l'air de beaucoup travailler le personnage, le narrateur. Et ce pendentif a l'air d'être quelque chose qu'il a déjà rencontré par le passé, que son esprit avait bien caché au fond des souvenirs dans sa mémoire. Et le revoir, en fait, c'est une réminiscence de tous ces souvenirs qui se jettent à son visage. Alors, s'il y a des cinéphiles parmi vous, je ne sais pas toujours, je vous avais conseillé, vous savez, ce film I Origin. Eh bien, cette fois-ci, je vais vous conseiller le film Paul. P-A-U-L, comme le prénom français. En tout cas, je crois que c'est aussi le nom du film dans la version originale, mais en français, ça s'appelle Paul. Et s'il y a des gens qui sont amateurs de version originale, donc qui écoutent les films américains en anglais, faites-le. C'est toujours bien, on est d'accord. Hein. Les VF, c'est souvent très très nul. Mais sachez, en vrai, la vérité, et je partage ça aussi pour le film Borat, l'extraterrestre, donc Paul, est doublé par Philippe Manœuvre. Et je trouve qu'il a cerné le personnage, il tue. Bah voilà, pour ceux qui connaissent pas Philippe Manœuvre, c'est un journaliste de la musique. Mais à l'époque, je pourrais pas vous dire dans quelles années, mais en tout cas, il est très rock'n'roll. Il a une manière de parler qui est la sienne. Et Philippe Manœuvre, je trouve qu'il tue le personnage. C'est vraiment génial. Et en anglais, c'est pas aussi intense, aussi original, aussi tranché comme prise de risque. Et je rebondis sur Borat. Borat, c'est pareil en vrai. La VF de Borat, du personnage de Borat, mais casse de rire. C'est des barres de rire. En VO, bah, c'est moins drôle. Et cet accent est moins drôle. Et pourquoi est-ce que je vous parle du film Paul ? C'est parce que dans le film Paul, je vais essayer de pas trop vous gâcher le film et l'histoire, mais donc cet extraterrestre qui atterrit sur Terre a la particularité, en tout cas la capacité de pouvoir faire un échange de savoir aux humains. Voilà. C'est pas la trame du film, mais en tout cas c'est une scène qui arrive 2 fois, je crois, dans le film. Quand il balance toutes les connaissances du monde et de la galaxie et tout à l'humain, et bah dans le montage... c'est un peu ce que je décris là, tous ces souvenirs-là. C'est waouh, voilà, c'est incroyable. C'est très mal décrit, mais il faudrait que vous puissiez regarder un extrait et vous comprendriez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu comme, vous savez aussi, le générique de la série Big Bang Theory. Voilà, très accéléré, plein d'images. Boum, en 5 secondes, on a vu tout le monde entier.
Et ben là, c'est pareil. Le personnage est en train de revivre tout son passé et surtout tous les souvenirs qui l'amènent à ce pendentif. Donc ce pendentif a apparemment été déjà porté par quelqu'un qui l'a oublié. Et donc le personnage était tombé à genoux devant cette maigre personne au pendentif. Je relevais lâchement la tête pour le contempler alors qu'il s'avançait vers moi encore de quelques pas. Je n'eus pas besoin de voir son visage rentrer dans la lumière pour le reconnaître. Nul autre ne pouvait posséder un collier comme celui-ci. Et je me mis à haïr cet enfant qui me conduisit jusqu'ici. Je pleurais de peur et mes larmes ne cessèrent de glisser sur mes joues froides. Et soudain, une voix venue d'outre-tombe, ce corps nu s'adressa à moi. Il me demanda si ce bijou m'était familier. Je ne lui offris comme réponse qu'un simple hochement de tête, puis je m'écroulai à ses pieds, criant miséricorde. Sa main froide me redressa par le col et m'obligea à me relever. Il sonda mon âme par un profond silence et par un rictus sadique rendit son verdict. Je n'avais par le passé rien fait pour l'extirper de son sort funeste. Je ne me demandais pas ce qu'il faisait ici. Si cette scène était bien réelle, si c'était des restes de mes différentes initiations qui se manifestaient, s'il m'avait attendu là toutes ces années, si il n'y avait pas une autre solution, et je persistais dans mon mutisme. Et oui, j'imagine que là vous êtes en manque de coupure de lecture et vous vous demandez mais il lit beaucoup trop là, vas-y, il faut qu'il nous raconte des trucs ce monsieur. Ouais, peut-être, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Là l'auteur il dit si c'était des restes de mes différentes initiations. Tous ceux qui ont pris du LSD, vous avez dû entendre parler du retour d'acide. Et voilà, donc en fait quand tu prends des psychotropes, et je crois uniquement avec le LSD, je suis pas sûr, peut-être les autres, eh bien, on va dire qu'une semaine après, il y a peut-être 5-10 secondes où on appelle ça une remontée d'acide, où en fait tu vas te taper une alu, comme si tu étais sous LSD, mais en fait tu ne l'es plus. Mais c'est ton corps qui a une réminiscence comme ça d'un délire, d'une alu. Alors par exemple, moi je sais que j'en ai eu une, je me lavais les dents et puis tout d'un coup l'eau de mon évier est devenue toute rouge. Voilà. Peut-être rouge de sang, mais en tout cas, l'eau dans mon évier, je me rinçais le visage, avait changé de couleur. Et je sais qu'il y en avait eu une autre, assez proche de la période où je devais passer le baccalauréat. On marchait dans la cour, il faisait beau, il faisait jour, et je me disais, oh là là, il neige. Eh ben non mon gars, dans la cour de ton lycée, il ne neige pas. C'était un retour d'acide. Voilà, don't do drugs, kids. Don't do drugs. Ça, c'était pour le message de prévention, mais faites ce que vous voulez au moment où vous le voulez. En tout cas, consommez de la drogue de qualité. C'est juste ça que je vous demande. N'achetez pas à n'importe qui. Les gens vont forcément vouloir vous arnaquer, et même s'ils veulent pas vous arnaquer, ils sont forcément dans une démarche de faire du bénéfice sur ce qu'ils vendent. Donc si ce n'est pas sur la quantité, ça sera sur la qualité. Il faut bien marger, il faut bien gagner de l'argent, parce que dealer de la drogue, ça reste une profession. Et toute profession a pour but de ramener des euros dans le portefeuille. J'allais dire sur le compte bancaire, mais généralement, quand on vend de la drogue, on est plutôt en cash qu'en virement PayPal. Alors peut-être qu'en 2025, ça se passe autrement. Mais mon dernier para, c'était en 2010. Ok, allez hop, j'enchaîne. Il me sauta enfin à la gorge et serra en douceur ses deux mains autour de mon cou. Puis de plus en plus fort et enfin comme un forcené. L'oxygène me manqua. Je défaillis en douceur, soutenant son regard, et dans ses yeux mouillés, je pus voir mon reflet. Étonnamment, j'étais en train de sourire. Waouh, 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 waouh. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai des frissons. Bon, un peu moins que si j'étais vous, je pense, mais waouh. Je défaillis en douceur, soutenant son regard, et dans ses yeux mouillés, je pus voir mon reflet. Étonnamment, je souriais. Voilà bien des années que je n'avais pas pensé à lui, et pourtant je fis tout pour lui rendre honneur. Chacun de mes actes lui furent sûrement tous dédiés, mais aucun n'eut la prétention de racheter ma faute. J'allais le payer hic et nunc. Petite interruption. Hic et nunc. Est-ce qu'il y en avait qui avaient l'option latin au collège? Si vous l'aviez au lycée, vous étiez des grosses têtes. Hic et nunc, sur le champ, sans délai. Ok. Voilà, vous connaissez la gimmick. La confiture, c'est comme la culture. On en a plus on l'étale. Voilà, voilà, voilà. Il allait le payer hic et nunc. Et oui, on dit et
Ich et nunc. Bref, poursuivons. Il nous reste 4 lignes. Vous êtes toujours là avec moi? Vous êtes prêts? Il desserra sa prise un court instant pour me parler une dernière fois et se remit à m'étrangler de toutes ses forces. Moi, je fus heureux pour lui, ravi qu'il vienne chercher ce qu'il méritait. Sans regret, le cœur soulagé, d'où qu'il vienne et où qu'il aille, j'y allais à mon tour. Alors moi, je n'ai pas de talent pour narrer les histoires, je ne suis pas conteur professionnel. Alors excusez-moi si vous n'avez pas eu peut-être toute l'intensité nécessaire pour profiter de ces dernières lignes, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à les écrire. Je fus heureux pour lui, ravi qu'il vienne chercher ce qu'il méritait, sans regret, le cœur soulagé, d'où qu'il vienne et où qu'il aille, j'y allais à mon tour. Je trouve ça percutant, moi, cette fin de texte. Après, le problème, c'est que on ne comprend pas tout. C'était un peu le but, mais voilà. Est-ce que j'ai plus d'informations à vous communiquer sur le background, sur les histoires de leur adolescence? Pourquoi ce monsieur-là, ce jeune apparemment, est venu l'étrangler et le tuer? Eh bien, je ne saurais quoi vous dire. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien inspiré. En tout cas, la dédicace de début de texte à Yannick, souvenez-vous, elle prend tout son sens ici. C'est bien la preuve que même quand on grandit avec un traumatisme, quel qu'il soit, bah voilà, moi pendant longtemps j'ai pensé à lui, pendant longtemps je vais pas dire que j'ai fait des choses pour lui, parce que comme je l'ai dit, c'était très bref, très, quoique intense, mais c'était très court dans toute une vie, notre amitié. Mais en tout cas, elle m'a profondément marqué, et c'est vrai que j'ai essayé de lui rendre hommage, mais en fait, rendre hommage à qui, à quoi, pourquoi? Est-ce que ça avait vraiment du sens? Est-ce que c'était plutôt moi qui aimais nager dans ce pathos-là, d'avoir un meilleur ami mort? Et je m'en servais comme une excuse pour rajouter sur moi des épaules et me faire plaindre. Je ne sais pas, parce que j'en parlais pas forcément à tout le monde. Mais voilà, en tout cas, je crois lui avoir dit mes adieux avec ce texte. Et ce n'est pas autobiographique, parce que je n'ai rien à me reprocher, mais je trouvais qu'en tout cas, dans l'histoire, c'était très intéressant. Peut-être d'imaginer que le narrateur était à l'origine du décès de la personne, je ne sais pas. Je ne donnerai pas d'exemple, je vous laisse imaginer qu'est-ce qui aurait pu se passer, pourquoi quand ils étaient plus jeunes, ce garçon-là est mort. Est-ce que c'est vraiment un fantôme? Est-ce que notre personnage est vraiment en train de le vivre? Est-ce qu'il est vraiment en train de se faire étrangler? Est-ce qu'il n'est pas juste alors peut-être en train de vivre un trip sous ayahuasca? Est-ce qu'il n'est pas complètement drogué et en train de régler ses traumatismes? Peut-être petite précision, la ayahuasca, vous savez, c'est ce mélange de deux plantes que les gens, souvent plutôt dans la forêt amazonienne, prennent pour se taper un délire qui dure plusieurs jours et qui doit être sous contrôle parce que c'est fort puissant et le corps est vraiment intoxiqué. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un suivi pour être pris en charge sur le plan somatique. Mais voilà, en tout cas, c'est un délire qui vient chercher au plus profond de votre être tous vos traumatismes et les remettre sur le devant de la scène pour que vous puissiez les affronter. Et en les affrontant, vous pouvez ensuite progresser dans votre vie, car vous êtes normalement soulagé d'un poids, ou en tout cas, ça vous amène à beaucoup de réflexions derrière. Et sachez que normalement, dans une retraite à l'ayahuasca, on est censé passer plusieurs jours après pour digérer tout ce qui s'est passé. Mais voilà, cet épisode est un peu plus long, mais je vais quand même prendre le temps de vous raconter encore un dernier truc. Ça, c'est vraiment pour le plaisir de vous raconter d'où vient toute cette créativité débordante et incroyable qui pourrait faire pâlir et faire monter aux enchères un prix de scénario que j'aurais écrit. Mais voilà, cette histoire en fait là, c'est une des premières que j'ai écrites, qui n'était pas un scénario transformé en nouvelle, mais vraiment, on va dire, ma vraie première nouvelle, en tout cas mon premier petit texte. Et toute la fin là, elle est basée sur vraiment un truc que j'ai vécu, mais que j'ai vécu en rêve. Alors je ne sais pas trop qui analyse les rêves, si c'est Freud ou pas, mais s'il y a des gens qui sont compétents dans les analyses de rêves, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Envoyez-moi un message sur le média qui vous plaira le plus, sur le médium, parce que média c'est au pluriel, médium c'est au singulier. Choisissez votre plateforme, contactez-moi et analysez-moi ce rêve, s'il vous plaît. Ce rêve est vieux maintenant. Et donc, je me souviens que c'est une des premières fois où je suis mort et peut-être une des dernières fois où je meurs dans mon rêve. Et j'étais là, dans une pièce, on va dire que ça ressemblait un peu à un grenier, vous savez, dans les vieilles maisons. Et j'étais dans cette pièce un peu tamisée, j'étais là, debout, présent, et en face de moi se tenait mon double.
Je n'ai pas de jumeaux, donc c'était quelqu'un qui me ressemblait. C'était vraiment moi, je ne sais pas, je m'en souviens plus. Et nous étions à poil. Voilà. Nous étions tout nus et la personne en face de moi, donc qui était moi, parce que je crois que le rêve commence où je me regarde dans un miroir plein pied. Bref. Et la personne en face de moi sort un flingue, commence à me braquer et me tire dessus. Attendez, mais je vous dis des bêtises. Ce rêve est tellement vieux que même en vous le racontant, je me trompe. Parce que non, c'est pas ça. Vous allez voir, ça a tout son intérêt. J'ai une arme. Je pointe l'autre en face de moi parce que j'ai peur. Mais l'autre me ressemble. Et en fait, je lui tire dessus. C'est moi qui lui tire dessus avec un flingue. Je lui mets 3 balles. Et c'est là tout l'intérêt, s'il vous plaît, décrivez-moi ce rêve, analysez-le. C'est moi qui reçois les balles. Je tire sur la personne en face de moi qui est mon double et je prends les balles en même temps que lui. Et même au premier impact de la balle, je le sens dans ma chair, je continue de tirer, je m'en prends 3 et après je me réveille parce que on meurt quand on se prend 3 balles dans le thorax. Bon, sauf 50 Cent, mais je ne suis pas 50 Cent. Ce rêve était super étrange. Je sais que quand je me suis réveillé, j'étais en sueur, j'étais vraiment pas bien. Mais en tout cas, expérience incroyable à vivre avec du recul, de se tirer soi-même dessus avec un double peut-être maléfique ou bienveillant, je n'en ai aucune idée. Mais voilà, donc en fait, cette fin de nouvelle est inspirée de ce rêve-là. Donc vous voyez, la créativité se trouve vraiment n'importe où et très souvent elle se base sur des expériences. On s'inspire des gens autour de nous, on fait une petite tambouille de plein de choses. Je pense que cette émission numéro 4, Tu y as ta place mon ami, a duré assez longtemps pour vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je pense que vous êtes très peu à être resté jusqu'au bout, mais en tout cas je vous félicite. Je vous rappelle que si vous m'avez trouvé un tout petit peu fou, j'ai un suivi psychologique et psychiatrique, les professionnels veillent au grain, tout est sous contrôle. Et moi je vous dis à la prochaine, pour la prochaine émission, Les Escaliers. Et d'ici là, passez une très bonne semaine, une très bonne journée, une très bonne nuit. Faites de belles choses, aimez-vous les uns les autres. Soyez indulgents, ne jugez pas un livre à sa couverture. Soyez beaux, soyez fiers. Et moi je vous fais des bisous à 3, je vais raccrocher, d'accord ? 1, 2, 3, des bisous.